Écoutez, d'abord, je voulais remercier les amis du monde diplomatique ici de Versailles d'avoir eu la gentillesse de m'inviter, en particulier Evelyne. Et puis, voilà, vous remercier d'être ici autour de cet ouvrage-là qui vient de paraître. C'est un livre qui est paru chez Galilée une semaine à peu près avant les attentats du 13 novembre. Hein. Donc, qui n'a pas intégré ces attentats et les conséquences, c'est-à-dire bon, la loi d'urgence, etc., mais qui s'est fait dans la foulée des attentats de janvier dernier. Hein, les attentats du 11 janvier dernier, donc qui, bien sûr, est tout à fait d'actualité en ce qui concerne notamment la loi renseignement, hein, qui est tout de même le nouvel ordre juridique qui encadre maintenant la surveillance, notamment des communications, puisque, d'après les autorités, cette surveillance se faisait avant, mais d'une manière sauvage. Et ce qu'a changé la loi renseignement, c'est que maintenant, c'est légal. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que le livre est d'une très grande actualité. Il est sorti donc il y a moins de 3 mois. Et c'est une réflexion autour de cette société de surveillance. Alors, bien sûr, réfléchir sur la société de surveillance, ce n'est pas une nouveauté. On n'inaugure pas une ligne de réflexion. Pourquoi ? Parce que la hantise de la surveillance est quelque chose qui a déjà été exprimé aussi bien par des fictions très célèbres comme 1984, le roman de George Orwell, comme par des essais très importants, des essais déterminants, notamment celui de Michel Foucault, Surveiller et punir, que vous connaissez sans doute. Hein. Et donc, une réflexion sur la société de surveillance, je répète, ce serait pas la première fois. Il y a des bibliothèques entières écrites sur la surveillance. Quel est l'objectif de l'ouvrage ? Pourquoi il s'appelle l'Empire de la surveillance ? Eh bien, parce que la surveillance a changé de nature depuis ces derniers temps. Hein. Quand je dis ces derniers temps, c'est au cours des 20 dernières années. Hein. Parce que lorsqu'on parlait jusqu'à présent de surveillance, par exemple, quand Foucault parle de surveillance, essentiellement, il parle de la surveillance en milieu fermé. C'est-à-dire, il parle, voilà, de la société de contrôle, comment une société de contrôle s'est instaurée, notamment pour évacuer toutes les personnes qui peuvent poser des problèmes à la société ou à la majorité de la société. En particulier, bien entendu, les délinquants ou ceux qui sont condamnés à des peines de prison. Hein. Et donc, mais pas seulement. Vous vous souvenez que Foucault avait déjà écrit un livre avant Surveiller et punir. Il avait écrit un livre sur la folie, hein, Histoire de la folie à l'âge classique. Hein, c'est aussi un livre extrêmement classique. Et donc là aussi, c'était voilà une réflexion sur l'asile, hein, ou bien d'autres lieux de détention. Hein, et qui dit détention dit surveillance, hein, dit contrôle des corps. Hein. Par exemple, les maisons de correction pour les adolescents, etc. Les asiles également pour les vieillards ou pour les fous, hein, pour les malades mentaux. Les camps de concentration pour des prisonniers quand ça dépasse un nombre, notamment pendant des guerres. Hein. Les camps de concentration ont commencé d'abord pendant la guerre de sécession américaine, hein, en 1860, puis ensuite la guerre des bourgs en Afrique du Sud. C'est là que les premiers camps de concentration de prisonniers en masse ont été enfermés. Ensuite, pendant la guerre de Cuba, voilà, d'ailleurs entre les indépendantistes cubains et les Espagnols, où il y a eu des camps de concentration jusqu'à 200 000, 300 000 personnes, camps de concentration. Et donc, la surveillance jusqu'à présent, c'était plutôt dans cet esprit-là. Foucault, notamment, avait montré
dans surveiller et punir, quelque chose à laquelle on n'avait jamais réfléchi, enfin, je veux dire, qui surprenait, c'est que Foucault nous disait, finalement, on a toujours imaginé une société avec de la prison, avec des prisons, mais en fait, les prisons n'existaient pas avant le 19e siècle. Hein. La prison est une invention du 19e siècle. Hein. Et l'idée... Alors bien sûr, il y avait des cachots, tout le monde a entendu parler du cachot, de prisonniers, enfin, ou de cellules, de geôles médiévales, etc. L'homme au masque de fer, des légendes de ce type. Mais quelque chose comme la prison, c'est-à-dire où les gens sont condamnés à passer du temps dans un enfermement, c'est-à-dire à donner du temps contre un acte qu'ils ont commis, ça, c'est quelque chose qui s'est inventé au XIXe siècle. Et le problème qui s'est posé, c'est que la prison, c'est pas seulement une punition, c'est aussi un redressement. Et donc l'idée, c'est on enferme des prisonniers, mais il s'agit de faire en sorte que le temps qu'ils vont passer en prison soit un temps qui soit mis à profit pour que la personne qui va sortir de prison soit une personne qui a été redressée, en quelque sorte, moralement, hein, du point de vue de sa conduite. Et alors, Foucault, vous vous souvenez, nous parlait d'un système de surveillance. Donc, c'est la surveillance qui est importante. Vous voyez, dans le livre, je commence par une phrase, tout simplement une définition tirée du Larousse. Voilà, qui est la définition du verbe surveiller. Qu'est-ce que ça veut dire surveiller? Hein? Et voilà, je vous lis la définition qu'en donne le Larousse. Surveiller, c'est observer attentivement quelqu'un ou quelque chose pour le contrôler. Vous voyez, quand on surveille, c'est pour contrôler. Hein? Et donc, le surveillant de prison, c'est pas seulement qu'il surveille pour qu'il n'y ait pas d'évasion, pour qu'il n'y ait pas d'agression, non, c'est pour contrôler. Et contrôler la conduite, ça veut dire pour que le prisonnier va pouvoir modifier sa conduite. Et une école philosophique moraliste britannique, notamment autour d'un philosophe qui s'appelle Jeremy Bentham, avait mis au point un système d'incarcération avec un contrôle assez sophistiqué pour que le détenu ait l'impression d'être surveillé en permanence, disons comme un bon chrétien doit avoir la conscience que Dieu le regarde en permanence. Vous voyez, un bon chrétien, c'est tout de même quelqu'un qui craint Dieu, et il craint Dieu parce que Dieu le voit partout, où qu'il aille à Dieu. Et Dieu le voit toujours, et quel que soit l'acte, disons, intime, secret, voilà, confidentiel, etc., qu'il fasse, il ne peut pas échapper au regard de Dieu. Et Bentham avait imaginé une prison, voilà, où le prisonnier ne pourrait jamais échapper au regard du surveillant. Et ce système, vous savez, c'est le système qu'on a appelé le système du panoptique, n'est-ce pas? Voilà, le panopticon, qui veut dire, voilà, qui voit tout. Hein, panoptique, on voit tout. Et c'était des prisons qui étaient avec une architecture particulière, qui a été bien pensée. Bon, je vous renvoie toujours là au livre de Foucault, où il y a les plans des prisons. Ce sont des prisons circulaires qui sont fermées sur l'extérieur et qui sont ouvertes sur l'intérieur, c'est-à-dire les grilles des cellules donnent sur l'intérieur, sur une sorte de cour intérieure. Donc en fait, les prisonniers d'abord se voient entre eux, hein, dans une espèce de puits, et au cœur de ce puits, il y a comme une colonne à l'intérieur de laquelle se trouvent les surveillants, parce que les prisonniers ne savent jamais combien de surveillants, étant donné que le surveillant est en quelque sorte protégé par un système qui lui permet de voir sans être vu. Et donc le prisonnier a l'impression d'être en permanence surveillé. Et à ce moment-là, il corrige, enfin, il est supposé, bien entendu, corriger sa conduite. Voilà. Il est obligé de s'auto-discipliner sans que nul n'ait à intervenir.
Peu à peu, voilà, on part du principe que ce système et le modèle du panoptique s'est étendu partout. Hein, c'est le modèle de prison qui a essaimé à l'échelle internationale. On appelait ça des prisons modèles. Et partout dans le monde, aussi bien dans les centres à l'époque des grandes puissances que dans les colonies, se sont développés ce système-là. Évidemment, il y avait le bagne par ailleurs. Hein. Bon, alors ce système de surveillance, bien sûr, est un système que ensuite un certain nombre de régimes dictatoriaux ont essayé d'étendre à la totalité de la société. N'est-ce pas ? Quand on a vu apparaître, notamment au cours du XXe siècle, des régimes que l'on a appelés des régimes totalitaires, hein, dont les plus emblématiques sont à la fois le régime hitlérien hein, et le régime stalinien, même si évidemment il y en a d'autres, mais globalement ces deux modèles-là, c'était des modèles totalitaires. Et le totalitaire, c'est que d'une part, c'était des systèmes qui considéraient que la politique ou le politique avait prégnance sur l'ensemble du fonctionnement de la société, que rien n'échappait à la politique, et que notamment chaque citoyen devait être soumis à au discours politique, et notamment à la surveillance politique. Hein. Et quand ces régimes se sont essentiellement développés dans les années 30, aussi bien en Union soviétique qu'en Allemagne, et lorsque George Orwell, l'écrivain anglais, dénonce ce système de surveillance dans son livre 1984, hein, qui est un livre de science-fiction, hein, un livre de projection dans l'avenir, qui est une sorte de dystopie, c'est-à-dire une utopie négative hein, dans l'avenir, eh bien, en réalité, il est en train de décrire une sorte de régime stalinien poussé à l'extrême. N'est-ce pas ? Bon. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, on avait vu également un film qui décrivait comment, dans certains régimes en Europe de l'Est, l'État voulait tout savoir de ses citoyens. Vous vous souvenez d'un film qui s'appelait « La vie des autres hein ». La vie des autres, voilà, et qui était dans l'Allemagne de l'Est, ce pays qui s'appelait la République démocratique d'Allemagne, comment la police d'État, c'est-à-dire la Stasi, hein, qu'on appelait la Stasi, comment la Stasi voulait tout savoir sur la vie quotidienne des gens, hein, notamment des écrivains, des journalistes, des activistes aussi bien de la vie sociale, associative que de la vie culturelle, et comment on installait tout un appareillage, vous vous souvenez, de micros, etc., avec des policiers qui se relevaient dans les greniers des appartements pour être au courant de tout. Voilà. Donc nous avons là quelques exemples. Ce que je dis, c'est que la surveillance a une histoire. Hein, la surveillance a une histoire. Et cette histoire, si vous voulez, dès qu'on réfléchit, on se rend compte que il n'a pas toujours été possible de surveiller de cette manière-là. Vous savez que les renseignements généraux sont une invention de Napoléon. Hein, c'est Napoléon le premier qui invente les renseignements généraux et donc qui demande à ce qu'on fasse des fiches sur différentes personnalités, qui demande à avoir une sorte de compte-rendu de toutes les activités qui se font, si à l'époque des renseignements généraux, qui a duré jusqu'à il y a très peu de temps, puisqu'ils ont été supprimés il y a très peu de temps, il y aurait eu probablement ici, dans cette paisible réunion que nous faisons cet après-midi, il y aurait eu une personne parmi le public qui aurait été un agent des renseignements généraux, hein, des RG comme on disait. Et pourquoi ? Parce que la mission, ça consistait à dire, là où il y a une conférence, là où il y a une projection, là où il y a une concentration de gens qui vont réfléchir et parler, eh bien, il faut que nous ayons un compte-rendu. Hein. Mais donc cette histoire de la surveillance n'a été possible qu'à partir du moment où d'abord il y a une conscience, voilà,
du rôle d'un corps particulier qui est celui de la police, comment la police doit agir pour contrôler la société. Hein, là encore, Foucault nous apprend que plus une société se modernise, plus une société est une société sécuritaire et une société de contrôle. Hein. Et sous quel prétexte? Le prétexte est simple. L'État, en quelque sorte, dit je dois mieux vous connaître parce que en vous connaissant mieux, je pourrai mieux vous servir. Vous voyez? Donc, et vous connaître, c'est vous connaître complètement. C'est pour ça que c'est aussi à cette époque, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, qu'apparaissent des sciences sociales, en quelque sorte, qui également sont des sciences qui vont décrire le fonctionnement de la société. Par exemple, la sociologie. Hein, la sociologie, par exemple, l'ethnographie, hein, ou l'anthropologie, hein, en particulier, qui sera très utile dans les conquêtes coloniales, dans les occupations coloniales, connaître la vie des peuples, connaître la vie des tribus, connaître la vie des telle ou telle communauté humaine, parce que toujours sous le même prétexte, la colonie avait comme objectif officiel, évidemment, développé par Jules Ferry, qui avait d'autres qualités par ailleurs, qui était celle de civiliser, d'apporter la civilisation, hein, ne pas être égoïste. Voilà, c'était les Saint-Simoniens qui disaient nous avons eu la chance d'atteindre ce niveau de développement, de savoir, de connaissance, de civilisation. Eh bien, on va répandre ce savoir dans le monde entier. Il ne faut pas que des personnes soient abandonnées en marge des Lumières, hein, en marge des Lumières que nous avons. Et donc, ce contrôle de la société est vu comme un progrès. Hein, l'élimination des personnes qui pourraient être des obstacles également. Et donc, c'est comme ça que la police développe ses services tout le long du XIXe siècle. Apparaît d'ailleurs le roman policier, qui n'existait pas avant le XIXe siècle, et que la surveillance se développe. Mais dans cette histoire de la surveillance, si vous voulez, la surveillance était limitée, la surveillance totale, la connaissance totale était limitée dans la mesure où surveiller toute une société nécessitait un très grand nombre de surveillants. Hein, et que, en réalité, une bonne surveillance quasiment supposait que chaque surveillé ait son surveillant. Et donc, dans une société, évidemment, il fallait pratiquement que la moitié de la société surveille l'autre moitié. Sans exclure la possibilité aussi que les surveillants eux-mêmes ont besoin d'être surveillés. Parce que qui va surveiller les surveillants? Et comment avoir une garantie sur les surveillants? Donc, vous voyez, en réalité, ce fantasme d'une société totalement surveillée, qui a été une sorte de paranoïa, hein, qui a été un fantasme, voilà, une crainte collective, hein, que George Orwell exprime très bien dans 1984. Eh bien, en réalité, c'était très difficile. Et en fait, il n'y a pas d'exemple d'une société totalement surveillée. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Même le stalinisme dans toute sa brutalité, même l'hitlérisme dans toute sa brutalité, l'hitlérisme qui a développé des corps de surveillance particuliers, la Gestapo, hein, bon, qui faisait des fiches sur pratiquement tous les dissidents, etc. Mais c'est pas l'ensemble de la société qui était surveillée. On pouvait filer entre les mailles du filet, on pouvait s'échapper. Et donc une société très surveillée, oui, une société avec un régime à volonté de surveillance, oui, mais une société totalement surveillée, non, ça n'a jamais existé. On comprend bien ce que je dis, n'est-ce pas? Or, qu'est-ce qui a changé par rapport à la situation actuelle, si vous voulez? C'est qu'aujourd'hui, oui, nous pouvons dire, oui, la surveillance totale, aujourd'hui, elle est possible. Alors, ce qui n'a pas été possible jusqu'à présent, aujourd'hui, c'est possible. Hein,
Et pour quelle raison? Et c'est pour ça que nous avons là un changement de nature. C'est pour ça que nous sommes obligés de réfléchir à cette question de la surveillance, hein, parce qu'aujourd'hui, elle nous concerne très directement. Et elle nous concerne, je dirais, de deux façons. Jusqu'à présent, voilà, lorsque il y avait ce fantasme, parce que ça fait très longtemps qu'on dénonce la volonté de tel ou tel régime de surveiller les gens. Mais lorsqu'on dénonce, ou lorsqu'on a dénoncé cette volonté de surveiller les gens, en réalité, je veux dire, ceux qui l'ont fait, essayaient davantage de prévenir une surveillance générale que constater une surveillance qui ne pouvait pas, je le répète, être générale. Pour quelle raison? Encore une fois, parce que la surveillance ne pouvait être qu'une surveillance humaine, comme on dit, le renseignement humain. Ça pouvait être un renseignement humain. Voilà, un surveillant, un surveillé. Ce qui change, c'est qu'au fur et à mesure que des progrès techniques en matière de communication se produisent, à ce moment-là, la surveillance devient à la fois plus simple et plus étendue. Parce que, évidemment, je veux dire, si par exemple la communication n'est qu'orale, hein, chorale, c'est-à-dire de bouche à oreille, il faut être présent pour pouvoir écouter. À partir du moment où le téléphone est inventé et se développe, il suffit d'écouter les communications téléphoniques. Hein, voilà. Et ce sera beaucoup plus simple. Hein, ou bien à partir du moment où le télégraphe est inventé, il s'agit de se brancher sur les communications télégraphiques. Hein, et à ce moment-là, on a l'ensemble des communications. Hein. Eh bien, voilà ce qui s'est passé au cours des 25-30 dernières années en matière de communication. Quelle a été la révolution en matière de communication qui s'est produite au cours du quart de siècle qui vient de s'écouler, au cours des 25-26 dernières années? C'est l'invention d'Internet. Hein, Internet, c'est inventé le web. Hein, c'est pas exactement la même chose, mais bon, le web, c'est ce qui a permis, disons, à l'ensemble de la population de pouvoir utiliser les réseaux de communication. Et ceci, le web a été inventé en 1989. Donc, depuis ce temps-là, peu à peu, vous voyez, prenons une société comme la société française, qui aujourd'hui n'est pas équipée pour utiliser Internet, qui ne possède pas soit un téléphone portable, soit un ordinateur, soit une tablette, etc. Donc, on est, bien entendu, aujourd'hui beaucoup plus équipé en matière de communication. Et ces communications-là, eh bien, paradoxalement, pourquoi paradoxalement? Parce que, à la fois, ces communications ont augmenté le périmètre de notre liberté. Hein, nous avons eu l'impression que grâce à Internet, eh bien, on pouvait en savoir beaucoup plus, d'une manière très simple, très facile. Hein. Utiliser Internet ne suppose pas de connaissances technologiques particulières, c'est pas cher, qui plus est, et tout d'un coup, on pouvait, voilà, grâce à des moteurs de recherche, se mettre à chercher tout ce qu'on voulait. Des auteurs, des adresses, des voyages, des références de tous ordres. Et donc, le périmètre, je répète, de ma liberté s'est énormément élargi. Que d'autre part, l'arrivée des réseaux sociaux, Facebook, etc., Twitter, a également permis de multiplier le nombre de mes connaissances, multiplier ma sociabilité. Ma sociabilité, elle était limitée à mon atmosphère, disons, de quartier, à mon atmosphère associative, à mon atmosphère professionnelle, mais évidemment, je n'avais pas la possibilité de devenir, comment dirais-je, intime avec quelqu'un qui était situé en Nouvelle-Zélande. Parce qu'au téléphone, je me serais ruiné, et par la voie postale, ça aurait mis beaucoup de temps. Donc, alors qu'aujourd'hui, via Skype, via le courrier électronique, etc., on peut être en communication permanente et quasi gratuitement. Hein. Et donc, voilà, j'ai augmenté ma sociabilité, j'ai augmenté ma liberté, j'ai augmenté ma connaissance et mon savoir. Donc, c'est évident que ces outils sont des outils
qui ont été très bien perçus par la société. Et ce n'est pas étonnant qu'ils se soient développés au point qu'on estime aujourd'hui, donc 25 ans après l'invention d'Internet, qu'il y a environ, disons, 3,5 milliards, à peu près la moitié de la population de la planète utilise Internet. Hein. Bon, vous me direz, il reste la moitié, l'autre moitié qui ne l'utilise pas encore, mais c'est une question de temps. Hein, c'est une question de temps, c'est une question de moyens, bien sûr, c'est une question de développement. Et déjà, vous avez beaucoup d'entreprises, Facebook, Google, etc., qui ont des projets pour intégrer les 3 milliards de personnes qui n'ont pas encore Internet, pour pouvoir les intégrer et les intégrer gratuitement.